tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Scanner, votre émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité sur toutes ses formes. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine. C'est vendredi de développement, évidemment. Au menu de ce vendredi, les malversations financières sont-elles en train de s'accumuler sous le CNRD ou sont devenues l'orgne des nouveaux rois du pays? Voilà la question qui reste accrochée à toutes les lèvres ces dernières semaines. Si le régime Alpha Condé a été reproché de mauvaise gestion, la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas irréprochable. Ce scandale financier a été révélé dans les colonnes de l'hebdomadaire sénégalais Dakar News. Le quotidien s'interroge sur les 75 millions de dollars versés sous le régime Alpha Condé au compte du ticket d'entrée du Winning. Selon nos confrères, ce montant est introuvable dans les livres financiers guinéens versés au compte des projets Simandou 1, 2 et 3. Il devrait se retrouver au trésor public sous la supervision du ministère des Finances pour être présenté au CNT. Malheureusement, la somme a disparu comme un beau diable. Si les 75 millions de dollars n'ont pas été présentés au CNT, qui détient cette somme? Nous posons le débat dans cette émission Le Scanner. Et puis, s'il y a un domaine dans lequel le régime Alpha Condé s'est illustré, c'est bien celui de l'électricité. Mais l'héritage laissé par le régime déchu a du mal à être entretenu. Seulement en 2023, l'électricité de Guinée a bénéficié de près de 3200 milliards de francs guinéens de subventions. Une somme faramineuse qui relance le débat sur les véritables résultats sur le terrain. À cela s'ajoute la récession économique qui frappe de plein fouet le pays. L'alerte a été sonnée par le président de l'UDRG, Baouri, qualifié de très proche du CNRD. Mais si les DG jouit de cet accompagnement, la fourniture en électricité a-t-elle connu une amélioration? Et DG mérite-t-elle cette subvention jugée trop élevée face aux défis économiques liés aux 10 étapes, au déroulement des 10 étapes de la transition devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel? Des questions qui focalisent dans les attentions et nous en parlons dans cette émission Le Scanner. Et en fin d'émission, puisque c'est vendredi, l'éducation est un droit fondamental qui doit être accessible, de qualité et adapté aux besoins de chacun. En dépit des efforts louables du gouvernement guinéen et des acteurs du secteur de l'éducation, le pays est confronté à de nombreux défis tels que le manque d'infrastructures scolaires, le manque d'enseignants qualifiés, le manque de ressources financières et matérielles, la pauvreté, les inégalités de genre et la corruption dans le secteur de l'éducation. Mais pour un enseignement qualifié et de qualité, il faut s'accentuer sur la formation des formateurs. Depuis l'arrivée du CNRD, c'est la Direction nationale de la formation continue de perfectionnement du personnel enseignant qui œuvre dans ce sens. Pour tout savoir sur les actions menées par cette direction nationale, nous recevons M. Gaderiba. Il est directeur national adjoint de la formation continue, du perfectionnement du personnel enseignant, membre du comité stratégique de l'Observatoire national de la compétitivité pays, point focal de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption dans le secteur de l'éducation, membre du comité national d'organisation de la SENAMSCO, la Semaine nationale du mérite scolaire. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bienvenue sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe.
Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Et c'est parti pour une heure, plus d'une heure de débat dans cette émission. Le scanner, merci de nous écouter sur la 89.5, de nous regarder sur Kavi Média, sur Kavi TV, sur siaminfo.com, un site que je vous recommande vivement. Vous nous suivez grâce à notre page Facebook, Flash Guinée Groupe Kavi Média. Merci de laisser vos différentes réactions que nous allons relayer tout au long de ce numéro, dernier numéro de la semaine, nos débatteurs. On va les appeler comme ça. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour Abdallah et bonjour à la refondation. Bienvenue en Guinée. Bienvenue en Guinée. Où on refonde carrément tout, même les chiffres. Ouais. Akil Ali Badara, Mode Sekou Touré. C'est vendredi, je comprends. Bonjour. Bonjour Abdallah. Bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Maintenant, en Guinée, quand on veut voyager, on se cache. Oui, on en parle. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, nous apprend-on, a pris son vol pour les États-Unis d'Amérique hier soir. Il doit prendre part à l'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui s'ouvrira, on m'apprend le 19, selon nos confrères de Jeune Afrique, le 19 septembre 2023, où il devrait mettre à profit ce troisième voyage à l'étranger pour rencontrer des investisseurs américains. Mais un voyage qui s'est déroulé en catimini, on nous apprend. Oui, vous savez, quand la peur règne dans la cité, les hommes sortent ainsi parce que hier, j'étais sur mon lit et sur le canapé, il m'a appelé comme quoi le colonel Mamadi Doumbouya va sortir du pays. D'ailleurs, il était à l'aéroport, mais sauf que, selon moi, mon observation, une fois à l'aéroport, il y avait des parties où on ne voyait plus de courant, comme si... Il ne faut pas confondre. Ça, c'était avant-hier ou hier? Hier. Attention, il faut le faire colonel attention. est sorti hier. Non, je parle de cette coupure. Je n'ai pas vu de courant hier à l'aéroport, surtout dans quelques endroits où le colonel était de passage. Mais vous savez, il y a un problème. Moi, je suis triste. Pourquoi? C'est Oui, un président? je suis triste. C'est un président. Je suis triste. Vous allez comprendre ma tristesse. Le colonel qui est venu le 5 septembre, on a vu une marée humaine l'accompagner. Aujourd'hui, ce colonel sort de façon discrète. Le peuple... Quel est le rapport? Le peuple qui l'acclamait... Quel est le rapport? Mais c'est de ça que je parle. Parce qu'il y avait eu une division. Selon mes informations, d'autres ne voulaient pas qu'il assiste à ce sommet. Mais oui, parce que la majeure partie des chefs d'État, excuse-moi, au niveau du Niger, la demande n'a pas été acceptée, on m'apprend, mais du côté du Mali et du Burkina Faso, quand même, c'est des représentants des chefs d'État qui y sont allés et non le chef d'État lui-même, c'est-à-dire les chefs d'État, je veux parler d'Ibrahima Traoré du Burkina Faso et Assimi Goïta du Mali. Non, là, ils ne se sont pas déplacés. Le Niger, quand même, qui n'a pas eu d'autorisation, j'insiste encore selon nos confrères de Jeune Afrique. Le colonel, il est entre le marteau et l'enclume. C'est lui qui est aujourd'hui vu. Mais ça peut être une opportunité. C'est lui qui est On ne peut pas voir le diable partout. Ça peut être une opportunité pour rencontrer, rassurer ces investisseurs. Aujourd'hui, la Guinée a besoin d'investissements pour organiser ces élections. C'est une grande opportunité aussi pour les Guinéens qui vivent de ce côté, les compatriotes, de se faire entendre comme quoi il y a des tueries incessantes dans les manifestations en République de Guinée et les promesses du 5 septembre n'ont pas été tenues parce qu'il y a une grande manifestation qui l'attend le jour même de sa prise de parole. Oui, du côté du New York, du côté des États-Unis. En tout cas, c'est pas la ville, mais du côté des États-Unis. New York, parce qu'il se sera à New York. Bien. En tout cas, c'est triste. Le colonel sort dans son pays comme un étranger qui sort avec un petit sac sans accompagnateur. Bah, c'est dommage. Très dommage, il faut le dire. Il y a Diallo un mot, quelques mots rapidement sur la sortie du président Mamadi Doumbouya qui cherche des opportunités de financement des 10 étapes de la transition. J'insiste là-dessus parce que de source sûre, on nous apprend qu'il va quand même caresser les investisseurs.
Non, mais c'est important, il est dans son rôle, c'est le chef de l'État, il doit profiter de cette opportunité qui lui est offerte, parce que c'est une fois dans l'année, c'est la 77e de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut rappeler que l'année passée, c'est notre Premier ministre qui était. Et cette fois-ci, si le président lui-même décide d'y aller, et sur invitation, je ne vois aucun problème là-dedans. Le problème, c'est que cette sortie en catimini, est-ce au niveau, puisque c'est le chef de l'État quand même, est-ce au niveau de la RTZ, il y avait eu un communiqué qui a été lu pour informer les citoyens guinéens de ce cas de voyage du président, parce qu'on en a le droit de savoir de tout cela. C'est le droit le plus absolu, le droit à l'information, surtout concernant le premier de Guinée. Donc, sur cette question, si cela n'est pas fait, je crois qu'il faut s'interroger sur cette façon de faire là. Maintenant, s'agissant de tout, parce que je crois que dans ce pays, nous voulons une chose et son contraire. On a beau crier ou décrier cette façon de faire du colonel, c'est-à-dire que quand il veut sortir du pays, ces mouvements de soutien qui tournent autour de lui, qui rôdent autour de lui, quand il s'agit de son retour aussi, ces mouvements d'accueil qu'on constate, les uns et les autres se sont montés au créneau pour dénoncer cette façon de faire. S'il décide de le faire en catimini, sans pour autant créer du bruit autour de lui, moi je trouve cela salutaire. C'est ça aussi la responsabilité. On n'en a pas besoin. Il est allé, ce qui est important, c'est qu'il est allé, ce qu'il faut signaler. Et c'est sur quoi il faut condamner, c'est le fait qu'on n'a pas fait cas de ça au niveau de la RTZ, informant les Guinéens. Non, même pas au niveau de même si à travers la page de la présidence, Moïse, notre confrère, pouvait s'atteler à cela, informer. Parce que moi j'ai plein d'amis de ce côté, d'abord qui sont allés sur place avant même que le président ne bouge. Parce que la plupart des journalistes, des communicants de ce côté, du côté du palais M5, se sont déplacés d'abord avant même que le président ne bouge. Ça, j'ai déjà les informations précises. Et dans tout ça là, je crois que le lieu le plus approprié, c'est la RTG. C'est la RTG, j'estime qu'on aurait pu le faire à ce niveau-là. Maintenant, les autres canaux de communication pouvaient venir après. Écarté de toutes les activités de la présidence. Non, mais on parle de toutes les activités. Même les médias privés aujourd'hui sont éjectés par notre ancien ami de la corporation. Nous sommes dans une transition. Ça, on peut bien comprendre, sans pourtant défendre Moïse. Nous sommes dans une transition, ça, je peux comprendre. Maintenant, si à l'interne, il y a cette peur qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, le colonel n'avait pas voulu créer, disons, tout un bruit pour attirer certainement l'attention des uns et des autres par rapport à son voyage. Ça, c'est une autre question qui mérite naturellement un débat. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas mal qu'il puisse sortir tout doucement. Et ce qui est important, c'est qu'il puisse aller rencontrer acquis des droits. Maintenant, puisqu'on a vu en 30 secondes. Maintenant, puisqu'on a vu du côté de New York, disons l'Amérique du Nord dans son ensemble, puisque le Canada aussi en fait partie, et cette prétendue organisation de manifestation contre la présence du colonel Mamadi Doumbouya pour dénoncer un certain nombre de choses, on verra très bien comment tout cela peut se passer. Et moi, j'estime que le colonel prendra son courage pour écouter ces gens-là. En tout cas, aucune manifestation ne sera interdite à New York. Et échanger avec eux, puisque toujours est-il que ce sont encore ses citoyens, lui. Bien, cette interrogation que nous nous posons, c'est notre premier sujet de ce numéro, où sont passés les 75 millions de dollars laissés par Alpha Condé. J'y arrive au compte des tickets d'entrée Winning Yaya Diallo. Cette nouvelle qui nous est tombée hier soir à travers le quotidien sénégalais Dakar Times. Oui, Dakar News. Dakar News. Oui. Quand j'ai appris cette information, je me suis dit... Pardon, c'est Dakar Times. Dakar Times. J'ai sursauté, très honnêtement, puisque vous imaginez, avec tout ce qu'on a connu sous Alpha, la corruption à ciel ouvert, les détournements de données publiques qui étaient devenus le quotidien de certains barons du régime Condé, avec tout ce qu'on a pu
décrire sous ce régime en termes de bradage, si vous me permettez, de nos ressources, Alpha quand même a eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire ça, on n'en touche pas. Parce qu'il avait voulu en faire ce qu'on appelle un fonds de souveraineté, si je ne me trompe pas, pour permettre aux Guinéens d'en faire bon usage. J'estime bien. Alors, si quelqu'un qui a pris, disons, sa responsabilité de déposer ce président parce qu'il y a des détournements, parce qu'il y a des inégalités, parce qu'il y a l'injustice sociale, et parce qu'il y a ce qu'on appelle une crise politique dans notre pays, et qu'on se retrouve dans cette même pratique aujourd'hui, je me dis, il y a un véritable problème, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Guinéens doutent sur la sincérité et la bonne foi de ceux qui ont la responsabilité de diriger et de conduire cette transition-là. Je suis amené à dire que aujourd'hui, cette transition me semble être assez dangereuse du point de vue financement, du point de vue même transparence, puisque avec tout ce qu'on a vu sous le CNRD, avec cette gabegie financière qui caractérisait la gouvernance de Dadis d'alors, mais jamais on n'a entendu une telle somme aussi colossale que 72 millions, 75 millions. 75, voyez-vous, je vais ce qu'on appelle 675 milliards de nos francs guinéens. Plus de 675 milliards de nos francs guinéens. Donc, voyez-vous que il y a là un véritable problème. La question qu'on se pose, puisque la procédure elle était connue de tout le monde, si ces tickets d'entrée, donc ces montants qu'on devrait recevoir de la part de Whining, Simandou Consortium, avec les projets Simandou 1 et 2. 1 et 2, puisqu'il y a Simfer aussi, il y a d'autres aussi sociétés associées à cela pour Simandou 3 et 4, il y a tout cela en compte. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ça dénote encore une fois l'opacité de la gestion d'un certain nombre de projets dans notre pays. Puisque jamais aucun Guinéen n'a quand même su, disons, les contours qui ont caractérisé cet accord-là. C'est un flou total. De l'autre côté, Whining quand même a pu communiquer sur l'évolution ou le processus de ces contrats-là. Mais en Guinée, ici, c'est l'omerta totale. On n'en parle pas puisqu'il y a apparemment un groupe d'individus qui s'en accaparent, qui en font un projet à eux. On avait voulu vendre ici de la chimère aux Guinéens. J'ai entendu ici un ministre porte-parole du gouvernement nous parler ici de plus de 15 000 d'emplois, nous parler ici de la construction des infrastructures ferroviaires. Oui, là-bas, il y a quand même, depuis l'arrêt des travaux, il y a 15 000 emplois qui menacés au compte de ce projet. Parce qu'à un certain moment, je te rappelle, le président Mamadi Doumbouya avait quand même arrêté les projets, les travaux de ce côté, sous Simandou 1 et 2, et cela va certainement affecter le démarrage de l'exportation qui était prévu en 2025. Donc de ce côté, il y a un véritable souci. On va encaisser l'argent. La transition finit, certes, en 2025. Ils vont nous laisser avec ces problèmes. Ils s'en iront et la Guinée va endosser. Le gros poids sera sur nous. C'est ça le véritable problème dans cette affaire. Donc il faudrait que cette somme sorte, que le président Mamadi Doumbouya nous dise réellement qu'est-ce qu'il en a fait. En tout cas, on dit, et qu'est-ce qu'il compte faire. On dit qu'il est fâché. Non, qu'est-ce qu'il compte faire. Je ne sais pas pourquoi il est fâché. Puisque c'est le principal concerné. Évidemment. Ici, on n'accuse personne. Le principal concerné, c'est lui, le chef. Alors là, je crois qu'en dépit de tous les discours que nous avons entendus, en dépit de toute cette, j'ai envie de dire, de cette propagande qu'on a vue, en dépit de la même mise en place de cette grief-là, aujourd'hui, on est incapable de créer la confiance, de susciter la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et je crois que en moins d'une semaine, on a assisté à un scandale, trop de scandales financiers. Trop de scandales, honnêtement. Assez indescriptible. Et là, je pense que cette transition est en train de tanguer. Je crois que 75 millions d'euros, de dollars, on ne peut pas quand même laisser passer cela. Il faut qu'ils nous ramènent, c'est pour nous tous. Pendant qu'aujourd'hui, il y a des Guinéens qui peinent à avoir un plat par jour. Excusez-moi du peu. La transition... Pendant ce temps, nous avons aujourd'hui plus d'une centaine de milliers de jeunes qui sont au chômage. Pendant ce temps, aujourd'hui,
les prix grimpent dans le marché. Et je crois que dans la récession économique est grande, il faut le dire. Dans une telle situation où la pauvreté bat de l'aile, j'estime que c'était trop. Et je pense que ça me paraît encore une fois surréaliste. C'est grave, hein. C'est grave ce qui se passe dans ce pays. C'est grave ce qui se passe dans ce pays. Oui, Akil, avant de te passer la parole, je vais d'abord rafraîchir ta mémoire. Hein. Le coup d'État, lors du coup d'État du 5 septembre 2021, pour ceux qui étaient couchés chez eux, posez-vous des questions. Où est passé, ou où sont passées les sommes retrouvées au palais Sékou-Touré? Pour ceux qui ne le savent pas, nous qui étions aux abords, nous nous posons jusqu'à présent ces questions. Donc aujourd'hui, si chacun veut montrer qu'il est en train de faire, en tout cas œuvrer pour la refondation, moi je me dirais qu'on doit d'abord commencer par ça. Ouais. Le deuxième point, il est important de rappeler à ces familles où sont ces corps. Aujourd'hui, ce pays a besoin de savoir. Mamadi Doumbouya ne doit pas laisser traîner des casseroles derrière lui. C'est très important. Il a très bien commencé. J'ose croire à sa hauteur et qu'il dira forcément ce qu'ils ont fait de cette somme. Hein, ce qu'ils ont fait de cette somme. Donc aujourd'hui, le peuple de Guinée a besoin de savoir. Si on crie à U et à Dia, sous Alpha, aujourd'hui on devrait être fier de parler de cette transition, mais tel n'est pas le cas et tout le monde est dessus. Par rapport à ces 75 millions de tickets d'entrée et de winning concernant le projet Simandou 1 et 2, Akila. Bon, si on était au temps d'Alpha Condé dans Abré-Guélandé, avec le régime de Mamadi Doumbouya, on est dans Abré-Gué-Canadé. En lieu et place du branding de Guinée, c'est le bradage Guinée qui s'installe. On crie aux voleurs. 75 millions d'euros, de dollars financés, signés par Winning. On nous parle de vol. Mais moi je dis que ce n'est pas un vol. Mamadi sait où se trouve l'argent. Son premier ministre également sait où se trouve l'argent. Ce n'est pas une première. C'est l'Omerta. Non, honnêtement, c'est de l'omerta. Honnêtement, c'est de l'omerta totale. Je suis plus qu'abattu à l'entendre aujourd'hui. Quand même, le président Mamadi Doumbouya sur cette transition a suscité beaucoup d'espoir dans le cœur de nombreux Guinéens. Non, attention, là je parle du principal concerné. Ouais. C'est-à-dire, quand on cite Mamadi Doumbouya, moi je suis écœuré. Parce que c'est le principal concerné. C'est lui qui a tenu le discours du 5 septembre. Je me rappelle, avant même la sortie de Mamadi Doumbouya sur la RTG, quand la première personne, un ancien cadre, que je ne peux pas nommer malheureusement, m'a envoyé la vidéo pour me dire « Abdallah, et Alpha a été éjecté. » Je lui ai dit « Monsieur le ministre, non, ce n'est pas possible. » Il m'a envoyé la vidéo de Mamadi Doumbouya. Je me rappelle encore de ses premiers discours. Oui, je me rappelle de cette responsabilité qu'il a prise sur lui. La deuxième vidéo que j'ai reçue ce jour, c'est quand le colonel Mamadi Doumbouya a embarqué le président Alpha Condé et que je voyais une vidéo où je voyais de face Alpha Condé dans le véhicule des forces spéciales. Ouais. Je me suis dit oui, aujourd'hui, l'État, honnêtement, déboussolé même. Ouais. Je me suis dit aujourd'hui, la Guinée a changé de destin. Je sais pas. Mais malheureusement, je sais pas qu'est-ce peut-être que je me suis trompé. Je sais pas qu'est-ce qui vous écœure. Non, ça doit m'écœurer. Je suis guinéen, avant tout. Franchement, je suis guinéen. Qu'est-ce qui vous écœure? Je suis guinéen. Ça doit m'écœurer. Je ne cesserai jamais de le rappeler. Le colonel était dans le système. Je n'en dis combien. Je me pose la même question. Pourquoi évincer Alpha Condé? Si on s'attelle à de telles pratiques, on nous fait la promotion du branding, il faut écarter le branding national. Il faut plutôt nous parler du bradage, parce que c'est des voleurs. Non. Non mais si. Non, attendez. Non, mais je veux pas te laisser. En clair. Écoutez, ce qu'on est en train de dire, c'est des questions que nous nous posons. Est-ce que il n'y a pas est-ce que. Non, il n'y a pas est-ce que. Attention. Je vous le jure. Attention. Non, mais il n'y a pas est-ce que. Attention à qui là? Attention. Vous savez, il y a un problème. L'article a été clair. L'article s'est posé la question. Non, le quotidien a été clair. Je sais. La question est posée. Point d'interrogation. La question est posée. Est-ce qu'on a dit que c'est Mamadi qui a volé? Est-ce qu'on a dit c'est le gouvernement? Non. On ne sait pas. Le quotidien, peut-être que les deux paragraphes, si tu peux les lire, tu comprendras de quoi je suis en train de parler. On ne sait pas. On dit que la somme ne figure pas sur les livres financiers. Ça, on l'a dit.
Mais aujourd'hui, le président ou le gouvernement peut avoir des arguments solides pour dire comment les 75 millions ont été utilisés. Donc, ouvrons cette brèche. Après escamotage. Non, quelles que soient les Non, conditions. après escamotage. Même si, en matière de justice, hein, je me permets d'ouvrir cette parenthèse, si vous êtes accusé, même si on vous a vu tuer quelqu'un avec plusieurs personnes comme témoins, on organise un procès. Pourquoi on organise un procès? Parce que toi-même, tu as le droit de te défendre, de dire ta version des faits. Donc pour le moment, cette présomption d'innocence, je préfère qu'on la garde. Merci. Mamadi Doumbouya et son gouvernement sont pour l'heure présumés. Merci à vous, docteur Zébélémou. Non, j'en passe. Même si tu peux dire Paul, et on ne sait pas trop. Allez. Non, j'en passe. Allez. La Guinée a un problème. Nos dirigeants, ils sont à l'image de ce peuple-là. C'est pourquoi moi je dis qu'avant d'accuser... Le peuple, tu en fais partie. Oui, j'en fais partie. Je me reconnais. Hein? Je suis d'accord. Je me reconnais. Malgré que j'ai un lien avec la Guinée-Bissau. Ça, c'est ton problème. Je me reconnais. Je me reconnais. Nous avons... C'est ton problème, hein, Akila, honnêtement. Nous avons besoin d'une repentance. Le peuple même doit demander pardon à qui? À Dieu. Oui. Le plus grand problème de ce pays, c'est nous, le peuple. Allahu Akbar. Oui, j'assume, hein. C'est nous, le peuple. Je me demande, quelle est l'importance de cette criève? Je me demande encore, est-ce que le discours qui a été tenu le 5 septembre, est-ce que c'est dans le même discours nous sommes? Moi, je me dis que le colonel du 5 septembre, que j'avais vu, le discours qui a été tenu, le discours dans lequel moi-même je me suis reconnu, c'est pas dans le même discours là que nous sommes aujourd'hui. Nous demandons, parce que j'ai appris j'ai même appris que le colonel était fâché après la publication de cet article. Pourquoi il se fâche? Ça devait être secret. Non, je me pose la question. Ça devait être secret. Pourquoi il se fâche? Ça devait être secret. Il sera en colère, mais contre qui? C'est pas lui qui a nommé ces personnes. L'académie alors. C'est pas lui qui a nommé ces personnes. Ce n'est pas une première. L'argent disparu le jour du 5 septembre. Où il est? Bien. Où il est? C'est déjà compris. Ce projet. On va passer à autre sujet. Je sais que aujourd'hui, on a un invité dans 10 secondes. Vendredi. Dans 10 secondes. 10 secondes, je crois. Il n'y a pas lieu de se leurrer. Bien. Mon colonel, la seule chose qui l'attend, et d'ailleurs qui vous attend, je le dis, je l'adresse un message, c'est d'organiser les élections. Quittez vite. Et de partir. Parce que jusque-là, moi je dis qu'il est sans bilan. Bien. Le seul bilan de Mamadi Doumbouya, c'est de nous organiser des élections et partir. Il faut hâter les pas. Oui, Yaya Diallo. Yaya, en 30 secondes. J'insiste sur le timing. En 30 secondes, je reviens sur le fait que comment ces montants devraient être utilisés. C'est-à-dire que les 75 millions devaient être versés au niveau du Trésor public. Du Trésor public, oui, je rappelle. Un suivi du ministère des Finances, le montant doit être présenté au CNT pour dire ce qu'on devrait faire. À travers une loi de finances rectificative. Oui. Alors, ce que le gouverneur de la banque, pour reprendre un peu le quotidien, ce que le gouverneur de la Banque centrale de la République a demandé, c'est l'augmentation du plafond d'endettement afin de résorber, disons, le blocage entraînant de facto l'usage de la planche à billets. De la planche à billets. De la planche à billets. Donc ça sous-entend tout simplement que nous sommes guettés par disons, une inflation qui ne va pas dire son nom. Honnêtement, pour mobiliser les 6 000 milliards sous Alpha, excuse-moi de t'interrompre, au niveau pour le troisième mandat, on avait recouru à au même système, à la même méthode. Aujourd'hui, si on recourt, on utilise la même méthode, on risque d'avoir une récession encore plus grave. Même si on parle de croissance économique qui reste seulement que des chiffres. Non, en ce moment, on ne parlera pas de récession, mais un effondrement économique. C'est toi qui le dis. Sans transition, on parle de cet autre montant. C'est 3200 milliards comme subvention DDG, électricité de Guinée. Qui l'a dit? C'est le ministre. Oui, le ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des hydrocarbures. Vous pourrez voir cet article sur notre site même, siaminfo.com. C'est pour une référence. Ce n'est pas nous qui le disons. 3200 milliards. Près de 3200 milliards comme financement DDG, électricité de Guinée pour la desserte, la couverture en électricité. Aujourd'hui, on entend le directeur dire que d'ici 2024, toute la Guinée sera desservie. Une promesse. On l'a écouté plusieurs fois. Ce n'est pas la première personne à le dire. Des ministres l'ont dit ici dans ce pays. Mais l'autre question, Yaya, c'est quelle
pour quel résultat? On se pose la question en 3 minutes, puisqu'on a notre invité. Écoutez, premièrement, d'abord, il faut rappeler que EDG fait partie parmi les directions qui ont absorbé beaucoup de moyens en République, dans l'histoire de notre pays. Mais jamais on n'avait entendu une telle somme pour des résultats aussi piètres, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas eu de résultats. Je le rappelais ici l'autre fois, à l'occasion de l'an 2 du CNRD, concernant un peu cette direction, l'EDG en l'occurrence. Je vous ai dit qu'ici, c'est toutes ces réformettes qu'on est en train de mettre en place, c'est pour justifier naturellement ces arts de détournement qui s'annoncent en perspective. Pas de détournement, c'est une subvention, c'est officiel. C'est une subvention pour quel résultat? Je suis en train de vous dire, on verra très bien s'il y aura des audits, s'il y aura des audits, disons, pas comme qualifié de détournement. S'il y aura des audits, dans ce sens-là, je donne ma tête à couper, il y en aura assez. Aujourd'hui, c'est acquis, c'est-à-dire que cette desserte en courant électrique dans notre pays, c'est un acquis du professeur Alpha Condé, qu'on le veuille ou pas. Depuis l'histoire de notre pays, il a réussi, en tout cas en ce qui concerne le Grand Conakry, quand même, de stabiliser, disons, la desserte en courant électrique. Sous le CNRD, en pleine saison hivernale, on a assisté ici à des coupures intempestives non justifiées. Donc c'est pour autant dire que nous sommes en train de régresser dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a un véritable problème de management au niveau de cette direction-là. Et c'est à se demander comment ce monsieur est venu au niveau de cette direction-là. Attention, c'est un cadre. C'est un cadre, je sais bien que c'est un cadre. Il a évolué au sein des DG. C'est un cadre, je sais bien que c'est un cadre. Non mais ça n'a rien à voir avec un CV. Tous les échelons. Ça n'a rien à voir avec... De ce côté, j'insiste. Pour le montage, je peux comprendre, mais c'est quelqu'un qui a évolué au sein. Il a commencé au bas de l'échelle pour se retrouver directeur. Attention, là, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui connaît bien ses centrales. Non, là, je ne te laisserai pas avancer. Là, ça, c'est une contradiction. Non. Comment se fait-il que jalonner vous me permettez? On peut jalonner les échelons, mais on peut être aussi plantant au sein de cette administration. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. En tout cas, ce directeur de l'EDG, je doute fort. Il faudrait qu'on s'écoute. Je doute fort. Il peut ne pas faire de résultats. Je dis bien. Il peut ne pas obtenir de résultats. Mais je dis bien, ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté. C'est juste la précision. S'il n'a pas été parachuté, il a grimpé alors. Il n'a pas été parachuté. Je pense que... Non, attention. Il n'a pas parachuté. Il faut connaître aussi, si nous sommes dans un média de développement, il faut aussi lire les CV des gens. C'est très important. Non, mais c'est important. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Ce n'est pas comme le mais Abdallah, le CV qu'il écrit, ce sont ces personnes. Combien de directeurs et ministres ont menti sur leur CV? Allez-y, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Allez-y vérifier pour lui. Mais sérieux? Non, pour lui, allez-y vérifier. Au-delà de cela, ça te reste 30 secondes. Au-delà de ce mensonge cousu de fil blanc qu'on nous présente ici, relatif, disons, au CV des uns et des autres, j'estime qu'aujourd'hui, allez-y vérifier ceux qui ont les CV les plus garnis à la République de Guinée. Ici, pour les lire, il vous faut 5 minutes, mais c'est les plus grands prédateurs de notre République. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le résultat. Quel est le résultat produit pendant à peu près plus de 2 ans? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette subvention? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. J'ai suivi hier le ministre, il est à l'intérieur du pays. Il est en train de... Moi, j'estime qu'il y a eu beaucoup plus de soulèvement de poussière qu'autre chose. Il est en train de nous vendre ici d'extension, je ne sais de quel barrage. Oui, on m'apprend au niveau de Dabola et de la Moyenne-Guinée. On m'apprend tard dans la nuit qu'hier, le DG de DDG était même en conclave, en réunion avec le ministre. Parce que cette sortie a fait très très mal. Ça va faire tous très mal. C'est qu'avec tout ce qu'ils veulent... Parce qu'en 2022, il y avait plus que ça. En 2022, c'était 3400 milliards. C'est en 2023 qu'on a reçu 3200 milliards. Alors, donc c'est pour vous dire que la subvention de 2022 était plus élevée que celle de 2023. On s'insurge contre cela, c'est parce qu'on n'a pas vu ce qu'on appelle des résultats probants sur le terrain. Bien. Donc quand on fait une comparaison entre la somme ou la subvention accordée à l'EDG et les résultats obtenus, je crois que la distance est infinie. Sur cette question, j'estime qu'aujourd'hui, au-delà de ce qu'on est en train de dénoncer ici, c'est que le CNRD, dès son arrivée au pouvoir, ils ont essayé de créer un tabou autour de la gestion des finances publiques. Aujourd'hui, ils pensaient que personne ne pouvait avoir ce qu'on appelle le nez de ce qui se passe là-dedans. Eh bien, on s'en rend compte que tout ce qui se passe
On en sait presque tout. Oui, et c'est ça la vérité. Et c'est important de ce côté de passer à EDG, de faire des enquêtes de ce côté sur l'utilisation de ces 3200 milliards. C'est une brèche qui est ouverte, on le fera. Pas que 3200 milliards, mais 3400 milliards en 2022. En tout cas, si tu as besoin de contacts de ce côté, moi je te file tous les contacts pour avoir des renseignements. En tout cas, jeudi prochain, il serait important d'ouvrir ce dossier. Absolument. Il faut le noter très bien. Absolument. C'est important. Jeudi prochain, Absolument. pour qu'on ouvre le jeudi, c'est jeudi d'enquête. Il est important de décortiquer ce montant. Son utilisation est très importante pour permettre aux Guinéens, aux auditeurs et téléspectateurs de comprendre. Oui, Akila, je sais que tu es en blanc, mais tu vas te comporter en noir hein, face à ce sujet. Non, je ne veux Non, tu es vêtu de blanc, mais ce que tu vas enlever ça tout à l'heure. Tu vas prendre tes gants. Sérieux, je suis un bel homme. Voilà. C'est pas lié. Non, c'est pas lié. On y va Non, mais rapidement parce qu'on est moi, je vais même pas m'attarder sur ça parce que moi, je n'est pas lié. qu'aujourd'hui, nous sommes avec les prédateurs économiques. Oui. C'est un brigandage économique qui ne dit pas son nom. Au temps d'Alpha Condé, c'était pire et aujourd'hui, c'est la même chose. Et parce que Bretton Woods avait dénoncé déjà cette subvention depuis, peut-être que vous allez prendre la tête, en 2020, c'était à 2444 milliards. 2000, c'est petit par rapport à Je finis. 200. En 2021, il y avait 3244 milliards. 2021. Et 2219 en 2022. Maintenant, je me demande. Pas 2000 en 2021. C'est 2000. En 2022, c'est 3400 milliards. Ce que j'ai reçu. Non, mais si tu veux, il y a un extrait du ministre. Il n'y a pas de souci. La réalisation Quel ministre? L'actuel ministre. Il dit 3000, toi tu parles de 2000. Les chiffres que j'ai. Les chiffres sont pas bons. Les chiffres que. Alors, c'est la guerre des chiffres parce que les chiffres que j'ai reçus. Non, on va recevoir le ministre, il va te le dire. Les chiffres que j'ai reçus aussi viennent d'un ancien gérant du régime Condé. Si le ministre nous sort... En 2022, il n'y avait pas le régime Condé. Attention. Non, Akila, ne t'entends pas. Les chiffres que j'ai reçus... Ne t'entends pas. Je n'ai pas dit qu'Alpha Condé était en Guinée en 2022. Alors. Les chiffres que j'ai reçus, je dis. Voilà. Nous sommes dans un pays où on fait le coutou-coutou. Je te suggère siaminfo.com pour comprendre les vrais chiffres. Je vais t'amener sur siaminfo.com. Je vais dire au réalisateur de mettre le lien siaminfo.com. Si vous me laissez continuer. Non, les chiffres, quand même, tu t'es trompé. Là, carrément, tu as perdu le cap. C'est une guerre de chiffres. Les chiffres, je les ai reçus d'un ministre, de l'ancien régime. Ah ben, le ministre, là, je finis. Ça peut être une erreur aussi. Ça peut être une erreur. Oui, voilà, oui, je finis, j'en passe. Nous sommes dans un coutou-coutou qui ne dit pas son nom. Bien. Chacun cherche sa part de gombo. Aujourd'hui, avec l'EDG, moi je me demande, avec toute cette subvention, qu'est-ce qu'il peut faire? Le DG, il va s'enrichir. C'est tout ce que je vois. Nous sommes en manque d'électricité. Aujourd'hui, les quartiers sont en train de pleurer. Les gens pleurent par ce manque criard d'électricité. On nous parle d'une subvention qui pourrait même faire quelque chose d'autre. Si vous prenez les enseignants contractuels, vous prenez les autres, après qu'on nous parle de cette subvention, bon sang de bonjour. La Guinée est devenue un pays où les gens peuvent venir s'enrichir illicitement. Les Gaspons aujourd'hui sont tellement nombreux en Guinée qu'ils veulent s'enrichir sur le dos du pauvre Guinéen. Mais comme je l'ai encore dit une fois encore de plus, le peuple doit se repentir. Le peuple doit demander pardon à Dieu. Sinon, sans quoi, on va tous nous bouffer dans ce pays. On fait de l'amour à la Guinée, comme ça a été dit par le discours. Mais quand vous prenez la forme, bon sang, de bonjour, on nous sodomise, hein? Allez, Yaya, 10 secondes. Quand on fait la somme de ces 65 milliards, de ces 75 milliards. Non, je ne touche pas là. Je parle de cette question concernant Ousmane Gawal. C'est-à-dire que les 6 milliards de la primature, les 65 milliards au niveau du ministère des postes, du ministère des télécommunications, des postes et de l'économie numérique, quand on fait la somme de cela aux 75 milliards, disons qu'on est en train de parler, 75 millions de dollars. 75 millions, soit plus de 600 milliards de francs guinéens, dont on ne sait où se trouvent ces montants, et qu'on fait la somme de ces 300 et quelques milliards aussi au niveau de 3000 et quelques milliards au niveau de l'EDG,
eh bien, si on avait la volonté, on aurait dû organiser les élections. En tout cas, on était très proche de On était très proche de cela. Donc, Monsieur le Président, le colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes interpellé. En tout cas, réagissez. Si ça ne va pas, dégommez tout le gouvernement. Nous sommes d'accord avec vous, mais nous voulons une transition qui puisse réussir. Ne commettez pas les mêmes erreurs qu'en 2008. Ne mettez pas la Guinée en retard. L'histoire vous regarde. Une transition guerrière. On parle de développement avec l'éducation. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dernière partie de cette émission, le scanner. Nous parlons de développement, mais juste avant, la réaction de nos internautes qui nous suivent via notre page Facebook Flash Guinée Groupe Kavi Média. Hassan Gaba qui nous dit bonjour à vous, Aobeba, mon journaliste, Bachir Yare Diallo, bonjour à vous, Abdoulaye Gibril Diallo, bonjour monsieur Abdallah, bonjour à vos collègues journalistes, particulièrement à Akila, journaliste du bas peuple de la République de Guinée, est très mal barré, sinon le colonel avait eu beaucoup de soutien du peuple auparavant. Abdoulaye Gibril Diallo depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Saint-Pedro. Merci pour votre fidélité du côté de la Côte d'Ivoire. Et nos salutations à tous les habitants de Saint-Pedro. BW Abdoulaye, bonjour Kavi Média, je vous écoute depuis Koloma. Il tient, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, j'ai l'envie de dire à mon cher Akila Ali Badara, l'ambassadeur de l'AC, qu'il n'est pas seul dans l'exercice de sa profession, car il n'y a rien de mal à aucune mouche, et donc qu'on lui laisse faire son travail avec aisance. Là, non, je peux pas relayer ça, En tout cas, il faudrait qu'on ait des propos mesurés pour éviter d'être tapé par la RAC. Le journalisme aussi, nous devons respecter un certain nombre de règles, d'éthique, déontologie. C'est important pour notre métier. Nous parlons de développement. L'éducation est un droit fondamental qui doit être accessible, de qualité et adapté aux besoins de chacun, en dépit des efforts louables du gouvernement guinéen et des acteurs du secteur de l'éducation. Le pays est confronté à de nombreux défis tels que le manque d'infrastructures scolaires, le manque d'enseignants qualifiés, le manque de ressources financières et matérielles, la pauvreté, les inégalités de genre et la corruption dans le secteur de l'éducation. Mais pour un enseignement de qualité, il faut s'accentuer sur la formation des formateurs. Depuis l'arrivée du CNRD, c'est la Direction nationale de la formation continue et de perfectionnement de personnel enseignant qui œuvre dans ce sens. Pour tout savoir sur les actions menées par cette direction, nous recevons sur ce plateau et dans cette émission Monsieur Gadiriba. Il est directeur national adjoint de la formation continue de perfectionnement du personnel enseignant, membre du comité stratégique de l'Observatoire national de la compétitivité pays, point focal de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption dans le secteur de l'éducation, membre du comité national d'organisation de la SENAMSCO. SENAMSCO, entendez, la semaine nationale du mérite scolaire. Il faut le dire, il est déjà sur ce plateau, il est diplômé en mathématiques à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, certifié Sciences Po Bordeaux, certifié par Sciences Po Bordeaux en management des administrations. Il est spécialiste en audit interne, certifié ingénieur de la formation par l'Institut Sofreco de Paris. Monsieur Ba, merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Bonjour Monsieur Abdallah, et je vous remercie pour votre invitation, pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir expliquer à nos confrères, à nos concitoyens les actions, les activités qu'on est en train de réaliser sur le terrain, parce que
Et si nous avons un sentiment de redevabilité, ce qui fait que nous venons vraiment expliquer, parce que si on n'explique pas, ce sont des spéculations qui vont être sur le terrain. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à son Excellence Monsieur le ministre Guillaume Hawing, oui, qui a perdu son homonyme, son oncle paternel. L'enterrement même est prévu aujourd'hui du côté de Boufa. Donc je profite de l'occasion pour lui souhaiter vraiment toutes mes condoléances et à toute sa famille respective. Également, je profite de l'occasion pour remercier très sincèrement son Excellence Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui a mis au cœur de sa gouvernance, d'accord, la qualification du système éducatif guinéen. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit dans l'introduction, moi je suis certifié par Sciences Bordeaux en management des administrations, et c'est un projet qui a été initié depuis 2011, d'accord. Le gouvernement guinéen à l'époque avait fait un diagnostic par rapport au fonctionnement de l'administration guinéenne. Oui. Ils ont vu que l'administration vraiment ne fonctionnait pas normalement. C'est pourquoi ils ont créé un programme qu'on appelle le projet Rajeunir et féminiser l'administration guinéenne. Et c'est à l'issue de ce projet que nous, 1200 jeunes fonctionnaires âgés de moins de 40 ans ont été recrutés sur la base d'un concours organisé par la France. Et ensuite, nous avons été formés en management administratif. Et l'objectif, c'était pour non seulement réformer l'administration guinéenne, mais aussi moderniser. Mais fort malheureusement, après la formation, après la certification, beaucoup sont restés sans poste. Oui. Et aujourd'hui, c'est une réalité. La plupart de nos amis qui sont certifiés, allez-y vérifier partout, soit ils sont directeurs nationaux, ou adjoints, ou en tout cas, nous avons même certains parmi nous qui sont aujourd'hui des ministres. Et la plupart des DRH dans les différents départements ministériels, ce sont des personnes vraiment qui sont des spécialistes en management administratif. Ça veut dire que vraiment la refondation que les nouvelles autorités nous ont dit et la rectification institutionnelle, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Bien, le décor est planté. D'abord cette question, cette première question, c'est beaucoup de Guinéens ne connaissent pas l'existence ou ne savent pas les actions que vous menez sur le terrain. Mais avant cette question, dites-nous que représente le service national de la formation continue et du perfectionnement du personnel enseignant au sein du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Parce que vous relevez de ce ministère, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, le service national de la formation continue du personnel enseignant est un service directement rattaché au ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a rang direction au niveau de l'administration centrale. C'est un service rattaché, d'accord? Et il est composé de 3 départements qui a rang division de l'administration centrale. Vous avez le département de la formation des enseignants de l'élémentaire, du secondaire. Vous avez un département de la formation des encadreurs pédagogiques et un département de la formation à distance. Et dans chaque département, il y a des cellules. D'accord? Quand vous prenez le département de la formation des enseignants de pré-primaire, primaire et secondaire, vous avez des cellules qui sont spécialisées pour la formation des enseignants du pré-primaire, c'est-à-dire de la maternelle. Vous avez une cellule qui est chargée pour la formation des enseignants du primaire. Vous avez une autre cellule qui est à la charge de la formation des enseignants du secondaire. Donc, et quand vous prenez aussi le département formation des encadreurs pédagogiques, vous avez aussi des cellules et également le département de la formation à distance. Donc, et chaque cellule aussi, il y a des personnes qui sont responsables, qui sont des chargés d'études. Oui. Voilà, voici en quelque sorte qui est dirigé par un directeur général et moi je suis le directeur général adjoint. Oui, allez-y, Yaya. Vous êtes membre du comité stratégique de l'Observatoire national pays.
Dites-nous, premièrement d'abord, qu'est-ce qu'on entend par comité stratégique de l'Observatoire national pays? Voilà, c'est l'Observatoire national de la compétitivité pays. D'accord, donc je suis membre du bureau. Je suis l'assistant du secrétaire permanent de ce comité de pilotage. D'accord. Et vous savez, le système des Nations Unies à travers le Millennium Challenge Corporation, chaque année, ils mettent plus de 500 millions de dollars gratuitement à la disposition des pays qui répondent à un certain nombre de critères. D'accord. Et nous, en Guinée, généralement, nous sommes notés derrière nous. Parce que même si nous engageons des réformes au niveau des différents secteurs, donc nous ne parvenons pas vraiment à participer à l'évaluation, à renseigner les outils qu'il faut pour être évalué. Et si vous atteignez un certain nombre, je parle par exemple de la liberté de la presse, je parle de la promotion de la lutte contre la corruption, donc beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et quand vous atteignez un certain nombre de points, donc vous êtes éligible pour ces fonds qui seront mis à la disposition gratuitement de votre pays et pour vous permettre vraiment de développer certains secteurs. Donc c'est pourquoi ce comité a été mis en place qui sont représentés dans tout le département ministériel, d'accord, et certains acteurs même de la société civile et du patronat, donc pour pouvoir travailler et pouvoir vraiment renseigner ces outils-là pour que vraiment nous puissions se positionner pour avoir ces fonds-là. Mais c'est au-delà de tout ça là aussi. Oui, parlons maintenant de la formation du personnel enseignant. Aujourd'hui, c'est quand même une préoccupation pour les nouvelles autorités, une préoccupation même pour le citoyen lambda. La qualité, la qualification, le niveau des enseignants, des fois, est remis en cause. Qu'est-ce que vous faites dans votre direction pour remédier à tout cela, à cet art? Ok, premièrement, quand nous avons pris fonction, nous avons commencé d'abord par poser un diagnostic. D'accord. Et vous savez, les enseignants jouent un rôle central dans le système éducatif guinéen et ils sont confrontés à plusieurs défis majeurs qui impactent la qualité de l'éducation offerte aux élèves. Et c'est pourquoi, si vous regardez les évaluations récentes du système éducatif guinéen, qui ont révélé d'ailleurs d'importants défis liés à la formation des enseignants, notamment un manque de personnel qualifié et des enseignants peu compétents. Si vous prenez le rapport d'évaluation des enseignants de primaire en 2012, le RESEN en 2018 et le PASEC en 2019, d'accord, qui montrent tous les lacunes importantes en termes de niveau académique et professionnel. Et ceci se traduit par de faibles performances scolaires et un taux élevé de redoublement des élèves, notamment 10% au 12% au primaire, 18% au collège et 15% au lycée en 2016. Ça, c'est d'après les statistiques fournies par le BSD. Alors, pour combler ce déficit en enseignants qualifiés, les autorités ont recours à du personnel issu du système universitaire ou scolaire sans formation initiale et compromettant ainsi la qualité de l'enseignement. Vous savez, nous avons deux institutions ici qui forment les enseignants. Vous avez l'ISEC qui forme les enseignants du secondaire. Et vous avez l'ENI qui forme les enseignants de l'élémentaire. Mais fort malheureusement, ces institutions n'ont pas forcément la capacité de doter le pays en termes de besoins, de doter suffisamment d'enseignants pour combler vraiment le déficit. Ce qui fait que les autorités ont recours à d'autres universités qui n'ont pas forcément la vocation de former et de faire la formation initiale des enseignants. D'accord. Donc, si vous prenez aussi le rapport du ministère de l'Éducation en 2019, environ 30% des enseignants de primaire ne disposent pas de qualifications requises pour exercer leur métier. De plus, les écoles normales d'instituteurs peinent à répondre aux besoins en matière de formation initiale et continue, tant en termes de quantité que de qualité. Donc, vu tous ces constats, nous avons décidé pour un premier temps de travailler d'abord sur les textes. Et ces textes, on a pensé à d'abord définir la politique nationale, d'accord, de la formation continue en République de Guinée. Et aujourd'hui, c'est un document qui est prêt
Et ça va nous permettre vraiment d'orienter tout ce qui est formation, tout ce qui est stratégie au niveau de la formation continue personnelle enseignant. Donc aujourd'hui, c'est seulement votre service qui forme? Ou bien il y a d'autres services qui forment au-delà de votre service? Bon, vous savez, il fut un moment où la formation allait dans tous les sens, d'accord? Chacun pouvait se lever d'un bon matin pour vraiment former les enseignants, d'accord? Mais aujourd'hui, le seul service qui est habilité à faire la formation, le pilotage de la formation au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est bien entendu le service national de la formation continue. Alors, dans la politique de la formation continue, nous avons pensé à un dispositif de formation continue. Aujourd'hui, nous avons un comité de pilotage au niveau stratégique, d'accord, qui est présidé par le ministre et dont les membres viennent des départements, de certains ministères qui est en charge de la formation initiale, d'accord, et certains acteurs. Vous avez le service. Et au niveau des DIRE, des inspections régionales de l'éducation de Guinée, nous avons des cellules de formation continue. Au niveau de chaque préfecture ou commune, nous avons aussi des cellules de formation continue. Alors, ces responsables au niveau de la formation sont responsables de la mise en œuvre au niveau régional pour ceux qui sont au niveau des DIRE. Et pour ceux qui sont au niveau des DPE, DCE, sont responsables de la mise en œuvre de la formation au niveau préfectoral. Et on est allé plus loin avec les DSE, les délégués scolaires de l'éducation élémentaire, de l'enseignement élémentaire, sont aussi des acteurs de la formation continue, mais aussi les directeurs d'école. Donc dans ce dispositif, on a défini le rôle et la responsabilité de tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus de formation continue. Vous savez, il y a un moment où les gens venaient dans les cellules de formation continue juste pour se reposer, d'accord? Parce qu'il n'y avait rien à faire à ce niveau. Mais aujourd'hui, on a travaillé sur les textes et nous avons déjà l'accompagnement et la bénédiction de Monsieur le ministre Guillaume Having, qui aujourd'hui est en train de prendre toutes les dispositions pour mettre des personnes qu'il faut dans ces différentes structures pour vraiment nous permettre de qualifier l'enseignant. Parce que qui parle de qualité au niveau de l'éducation parle forcément de la qualification de l'enseignant. Oui. Le ministre parle souvent, il dit que pour lui, l'éducation, il y a 3 E. Il y a l'élève, il y a l'enseignant, il y a l'école. Quelles que soient les infrastructures que vous mettez en place, s'il n'y a pas un enseignant qualifié, il va de soi que l'élève ne sera pas qualifié. Même si vous mettez les enfants dans une salle climatisée, si l'enseignant n'est pas bien formé, les enfants vont s'ennuyer. Ouais. Mais même si c'est sous hangar, si l'enseignant, si c'est un bon enseignant, vous et moi, nous avons été des élèves, d'accord? Si c'est vous êtes devant un bon enseignant, il va de soi que même si c'est sous hangar, vous allez bien apprendre. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, l'État a mis un accent particulier sur la formation des enseignants. Et vous avez vu, si vous prenez les résultats des examens 2022, les résultats étaient très faibles au niveau des examens. Quand vous prenez par exemple l'entrée en 7e où on a eu que 17% de l'admis en 2022, 15% au BPEC et 9% au baccalauréat, donc cela a interpellé plus d'un. Et le gouvernement, et les parents, et les enseignants, et les élèves eux-mêmes. Donc le gouvernement nous a interpellés par rapport à ces résultats. Ils ont dit qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vraiment remédier à cet état de fait. Alors la première des choses qu'on a pensé, c'était la qualification des enseignants, c'était le renforcement des capacités des enseignants. Et nous avons eu l'accompagnement du gouvernement, nous avons formé les enseignants des classes du CM2, c'est-à-dire les enseignants de la 6e année. Nous avons commencé par eux pendant les vacances. Et après, nous avons formé les enseignants de la 5e année du CM2. Et nous avons formé les enseignants du CE de la 3e année. Et ensuite, on a formé aussi les enseignants de la première année. Parce que si les enfants sont préparés dès la première année, il va de soi qu'ils vont remonter avec un bon niveau. Oui. Mais si vous mettez un accent particulier seulement sur les enseignants qui évoluent dans les classes d'examen,
il va de soi que si l'enfant n'est pas bien préparé à partir de la première année, il va venir avec des lacunes. Et quelle que soit la compétence de l'enseignant en 6e année, il ne pourra rien faire parce qu'il ne va pas ouvrir quand même la tête pour mettre des choses dedans. Oui. D'accord? Donc, l'État a mis les moyens et nous avons formé beaucoup d'enseignants pendant ces vacances-là. Et ensuite, nous avons formé plus de 2000 enseignants du secondaire. Et ça a porté fruit. Parce que regardez les résultats de 2023. Les résultats de 2023, on est passé, pour l'entrée en 7e année, on est passé de 17% à 44%. Et la plupart de la formation était accentuée à ce niveau. D'accord? On est passé de 15% au BEPC à 34% en 2023. Et de 9% à 27% en 2023. Ce qui veut dire que ces formations ont vraiment porté fruit. Et on n'a pas seulement déroulé les formations parce qu'on a envie de dérouler les formations, on a d'abord identifié les besoins. Oui. Parce que pour former, il faut d'abord identifier le besoin de l'enseignant. Qu'est-ce qu'il a besoin en termes de formation? Parce que vous avez un besoin collectif, vous avez un besoin individuel. C'est que vous prévoyez. Par exemple, quand on a regardé les résultats, on a vu que la plupart des enfants ont échoué, n'ont pas eu la moyenne en français et en calcul pour entrer en 7e. D'accord? Mais quand vous prenez en français, est-ce que c'est tous les enseignants qui n'ont pas le niveau dans tout ce qui concerne français? Est-ce que c'est en grammaire? Est-ce que c'est en orthographe? Ou c'est en vocabulaire? Donc, ça, c'est des besoins individuels. Donc, on a bâti le module en fonction de ça et on a formé les enseignants. Et c'est pourquoi quand vous regardez les résultats de 2023, vous allez voir que ces enfants-là, vraiment, les résultats-là ont été améliorés dans ces matières-là. Et c'est ce qui a fait que vraiment, on a eu un taux élevé de pourcentage d'admis. Monsieur le directeur, quel lien faites-vous entre l'ENI? Vous avez expliqué un peu ici, naturellement, l'ENI aujourd'hui qui surplombe, disons, presque toutes les écoles du point de vue élémentaire. Et au niveau de l'ENI, nous avons des gens qui ne sont arrêtés qu'au niveau de la 7e, 8e année, 9e, 10e année. Ils s'arrêtent, ils font l'ENI et puis 2 ans, 3 ans, avec une formation bâclée, ils reviennent pour former les enfants au niveau de la première année, la 2e année, la 5e année. Et on constate cela, c'est une véritable catastrophe, j'ai fait le constat moi-même. Alors, est-ce qu'en une année ou en quelques mois, on peut remédier à ces carences qui deviennent presque séculaires? Vous savez, notre système a eu un coût depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'accord? Et avant, on prenait n'importe qui. Ce que vous dites là, c'est pas maintenant là. Maintenant là, c'est seulement ceux qui ont le baccalauréat qui sont orientés dans les génies. Et aujourd'hui, je remercie d'ailleurs les efforts du ministre Alpha Bakar qui aujourd'hui s'est battu pour que même ces étudiants-là aient des primes pour les encourager, d'accord? Il n'y a que des bacheliers qui sont orientés, ceux qui ont le baccalauréat qui sont orientés maintenant là, dans ces génies-là. Avant, c'est vrai, avant, il y avait des personnes qui n'avaient même pas le bac, qui pouvaient négocier. C'est pourquoi encore, c'est vraiment important qu'on puisse faire du sérieux dans le système. Si n'importe qui peut avoir un diplôme de baccalauréat, si n'importe qui peut avoir un diplôme de brevet, il peut aller s'inscrire dans n'importe quelle institution. Et c'est ce qui est grave. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je remercie aussi l'agence anticorruption qui avait fait un travail remarquable en 2020. L'ANLC en 2020. D'accord? Donc moi, je suis le point focal. Nous avons lutté contre ces faux diplômes-là. Parce qu'on avait constaté quoi? Et quand on organise les concours dans les génies, d'accord, il y a des élèves qui n'ont pas le baccalauréat, mais quand ils viennent pour s'inscrire, parce qu'il y a 2 types, c'est soit vous avez le brevet, vous inscrivez, c'est pas, en tout cas il y a type A et B. Oui. Voilà, pour ceux qui ont le brevet, vous vous inscrivez, c'est pas si c'est pour le type A, et ceux qui ont le baccalauréat, le type B, d'accord? Maintenant, quand vous venez, les personnes même qui sont responsables de vous inscrire, ils vous disent, payez de l'argent pour qu'on puisse fabriquer un diplôme de baccalauréat, pour que vous puissiez vous inscrire comme c'est celui qui a eu le bac. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très grave, qui est très dangereux. Mais je crois que ce sont des pratiques aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir n'importe quel diplôme. Parce que nous, au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers le service des examens, ils ont aujourd'hui sécurisé tous les diplômes. Tous les diplômes sont sécurisés aujourd'hui. Vous n'avez aucune possibilité de falsifier un diplôme, que ce soit le diplôme du BPC ou bien le diplôme de baccalauréat. Vous n'avez aucune possibilité de falsifier ces diplômes. Monsieur le directeur, j'ai renchéri pour dire qu'il y a de cela
déjà, on a assisté à ces arts de pratique ici. Est-ce que la logique ne voudrait pas qu'à votre présence, puisque vous voulez bien faire les choses avec toute la rigueur y afférente, la logique voudrait que vous extirpiez ces enseignants qui n'ont pas de niveau. D'abord, vous faites une évaluation pour savoir qui a le niveau et qui ne l'a pas. Ceux qui n'en ont pas, vous les remerciez. Et parallèlement, vous créez les conditions pour essayer, encore une fois, de colmater cela. Est-ce que ce n'est pas ça la logique d'ailleurs? Vous savez, c'est l'une des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Parce que nous, on n'est pas responsable de la formation initiale. Nous, c'est la formation continue. Oui. Et l'enseignant doit être formé à tout. On doit améliorer leurs connaissances à tout moment. Parce que les connaissances, il faut les actualiser à tout moment. Oui. D'accord? Nous, on est responsable de la formation continue. Et c'est l'une des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Quand on a évalué le besoin en termes de formation des enseignants du secondaire, les résultats ne sont pas réjouissants. Vous comprenez? Vous allez voir quelqu'un qui enseigne les mathématiques alors qu'il a fait biologie à l'université. Bon Dieu. Qui enseigne mathématiques, il a fait économie. Vous allez voir un enseignant qui enseigne maths, physique, chimie, les 3 matières. Lui seul, alors qu'il a fait peut-être la chimie seulement, et puis il enseigne mathématiques, physique, chimie. Vous allez voir aussi quelqu'un qui a fait par exemple la sociologie, qui enseigne français, ou même qui enseigne histoire. Donc vous avez vu, tous ces facteurs-là vraiment rend un peu difficile pour pouvoir maîtriser vraiment le niveau des enseignants. Parce que si vous n'êtes pas orienté sur... Et naturellement, ça dépend aussi des besoins. Parfois, tu peux venir dans une école où vous trouvez qu'il n'y a pas de professeur de mathématiques. Donc, vous êtes obligé de réadapter. Vous êtes obligé de faire les 3 matières à la fois. À l'ISTEC, c'est pourquoi je salue aussi les efforts de l'ISTEC, parce que eux, ils forment les enseignants. Si tu es professeur de mathématiques, on forme un professeur de mathématiques et physique. Oui. Physique, chimie et biologie, géologie. D'accord? Donc, nous avons des difficultés sur le terrain. Il y a des enseignants vraiment qui n'ont pas du tout le niveau, mais on ne peut pas quand même les mettre dehors. Notre rôle, notre responsabilité, c'est de trouver un plan de formation adéquat pour ce type d'enseignant, pour lui permettre vraiment d'avoir vraiment le minimum pour qu'il puisse enseigner et lui mettre dans une classe où vraiment il peut faire moins de dégâts. C'est ça notre responsabilité. Nous ne pouvons pas mettre les enseignants en dehors parce que de toute façon, ce n'est pas nous qui les avons recrutés et ils sont dans le système. On est obligé vraiment de faire avec ce que vous avez. Avec ce que nous avons. Et nous allons vraiment bâtir des stratégies pour pouvoir vraiment remédier à cet état de cause. Oui, il y a une question qui m'intrigue parce que je vous ai suivi avec beaucoup d'attention déjà, mais c'est concernant ces enseignants communautaires. Parce qu'à l'intérieur du pays, on a l'impression qu'il y a plus d'enseignants communautaires que d'enseignants recommandés par le ministère de l'Éducation. Que de fonctionnaires. Pardon. Est-ce que ces enseignants communautaires sont souvent associés à vos formations? Les formations que nous déroulons, c'est pour tous les enseignants du pays. D'accord? Et non seulement les enseignants communautaires, mais aussi les enseignants du privé. Nous les associons. Mais une fois encore, nous ne maîtrisons pas forcément les enseignants du privé. Et c'est pourquoi nous travaillons avec les fondateurs des écoles privées et nous les demandons d'exprimer le besoin. Et généralement à ce niveau, parce que quand vous avez une école privée, vous êtes censé vraiment de mettre de l'argent à côté pour pouvoir renforcer la capacité de votre personnel. Mais même ceux du privé ne maîtrisent pas forcément les enseignants. Tu peux aujourd'hui mettre tous les moyens à la disposition pour renforcer la capacité de l'enseignant et après l'année prochaine, il va quitter ton école et va aller dans une autre école. Tu as déjà investi sur lui. Tu as déjà investi sur lui et il part dans une autre école. Peut-être qu'il va demander l'augmentation des salaires et si tu n'acceptes pas cela, il va aller dans une autre école alors que toi, tu as investi sur lui. Donc c'est ça aussi, c'est l'une des difficultés que les fondateurs aussi nous ont exprimé. Mais ce qui reste clair, nous, quand nous programmons des formations, nous demandons d'abord au DPE, DCE d'exprimer les besoins, de prendre tous les enseignants en compte. Vous comprenez? Vous savez, il fut un moment où on avait évalué même le niveau des enseignants. On avait évalué le besoin des enseignants. On les a classés en 3. On a mis les tiers faibles, tiers forts et tiers moyens.
D'accord, ça c'est pour avoir une idée. Parce que ceux qui sont du tiers fort, vous pouvez les utiliser pour pouvoir aider ceux qui sont faibles là, pour pouvoir... Aujourd'hui, nous ne catégorisons pas les enseignants en matière de formation. Nous mettons tout le monde ensemble parce que celui qui est fort là, il peut aussi aider celui qui est faible pour vraiment rehausser le niveau. D'accord? Donc, tout le monde est impliqué. Ce n'est pas seulement que les enseignants du public. Et c'est pas aussi, on ne fait pas de discrimination aussi du privé. Mais ce qui reste clair, c'est que nous ne maîtrisons pas les enseignants du privé. Ça revient aux fondateurs. On a même eu des discussions avec eux. On les a dit, nous, en tant que service de formation continue, nous sommes à leur disposition. Ils n'ont qu'à exprimer les besoins et nous viendrons. Ils ne vont pas payer. Ils vont juste réunir les enseignants et trouver une salle ensuite. Maintenant, nous viendrons avec les modules, nous allons former ces enseignants-là. Oui, évidemment, il y a plusieurs réformes au sein de votre service. Vous avez cité quelques-unes. Parlez-nous un peu de l'IFADEM, l'initiative de la francophonie pour la formation à distance. Parce que j'ai l'impression que c'est une réforme qui est beaucoup vantée par le ministère. Aujourd'hui, vu le coût cher des formateurs qui doivent se déplacer, l'hébergement et tout, vous avez prôné, en tout cas vous avez opté pour une formation à distance à travers l'IFADEM. Vous savez, la formation d'abord c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. D'accord? Parce que si vous devez mobiliser des enseignants pour les former, il faut non seulement trouver leur transport, il faut trouver leur nourriture, et s'ils quittent d'une préfecture à une autre, il faut trouver leur hébergement. Sans compter la reprographie des modules, d'accord, mais aussi et tout ce qui entre dans le cadre de la formation. Donc ça coûte extrêmement cher. Et s'il faut former, nous aujourd'hui on a plus de 50 000 enseignants, d'accord, et s'il faut former tous ces enseignants-là, ça va demander énormément d'argent. C'est pourquoi nous avons pensé dans la politique de la formation continue aussi à faire recourir à une formation à distance. C'est pourquoi d'ailleurs si vous avez suivi mon intervention dans le cadre organique de notre service, nous avons un département de formation à distance. Alors, la formation à distance, ça va nous aider à non seulement faire une formation à moindre coût, parce que là, l'enseignant n'est pas obligé de se déplacer pour venir au centre de regroupement pour la formation. D'accord? Et il y a une autre façon où on fait la formation de façon hybride, distance et présentiel, où nous allons concevoir des capsules, on met en ligne, d'accord, et ensuite nous allons imprimer les modules, d'accord, on met à disposition de l'enseignant qui va faire une auto-formation. Et sous l'encadrement d'un tuteur qui se trouve, qui est parmi les CPMF, les professeurs d'école normale, les PEN, les PEN, les APS, parce que nous devons au sein des enseignants, ces différents corps-là, d'accord. Les CPMF, ce sont des conseillers pédagogiques maîtres formateurs qui sont au niveau de l'élémentaire, et les APS, ce sont des animateurs pédagogiques qui sont au niveau du secondaire, donc qui peuvent vraiment être des tuteurs pour vraiment accompagner ces enseignants-là pour leur auto-évaluation. Et ensuite, nous avons il y aura aussi des superviseurs qui sont au niveau des cellules de formation continue, au niveau de l'inspection dans les DPE et IRE, qui vont vraiment assurer le suivi. Mon souci, c'est au niveau de la formation continue, parce que quand nous prenons un enseignant au niveau de Yokunkun, par exemple, du côté de Kundara, très éloigné de la ville, certains même n'ont pas de smartphone. Comment se fait-il que ces enseignants-là soient touchés par cette formation à distance? Parce que qui parle de la formation à distance parle du numérique. Monsieur le directeur. Oui, aujourd'hui, nous avons commandé beaucoup de tablettes, d'accord, qui seront mises à disposition de ces enseignants. Et en tout cas, on est en train de prendre toutes les dispositions pour que vraiment ce dispositif-là soit opérationnel d'ici 2026. Nous avons déjà commencé, on a commencé à former même les technocrates, les technopédagogues qui auront la charge de rédiger les modules et de les mettre en ligne. D'accord? Donc ensuite, nous allons former tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce dispositif-là. D'accord? Et tout le monde on a prévu des équipements. Donc, et tout ceci sera mis à disposition de ces enseignants. Nous sommes même en train de travailler sur la rénovation
des centres de formation continue au niveau régional. Vous savez, il y a un moment où, dans chaque région naturelle, il y avait des centres de formation continue qui étaient gérés par les Français, mais qui ont quitté. Et ces centres-là sont à l'abandon depuis un bon moment. On a eu l'accompagnement du gouvernement. On est en train de rénover ces centres de formation. Et après la rénovation, nous allons les équiper. Et c'est dans ces centres-là où les gens peuvent parfois se regrouper et vraiment faire des animations et faire des formations à distance. Bien. Oui, monsieur le directeur, autre question, c'est les installations frauduleuses dans les écoles privées. Aujourd'hui, on en a assez. Et c'est un véritable problème aujourd'hui qui guette le système éducatif, puisque les écoles privées, quand même, ça a pris un véritable poids sur, disons, les écoles publiques. Qu'est-ce que vous en faites pour minimiser ces risques? Oui, même s'il y a un communiqué qui a été produit par votre ministère hier dans la soirée par rapport à tout, bon, pas hier, avant même, pour remédier à tout cela. Concrètement, vous savez, la fraude, ça date de longtemps. C'est pourquoi je dis le système éducatif a connu un coup. En 2020, moi, en tant que point focal de l'agence à la présidence chargée de la lutte contre la corruption et promotion de la bonne gouvernance, nous avons eu à travailler parce que, si vous remarquez, depuis 2019, avec l'avènement de la Covid-19, d'accord, les enseignants ont commencé à faire réviser les élèves en ligne, à distance, à créer des groupes WhatsApp, des groupes Messenger pour préparer les enfants pour les examens parce qu'on ne pouvait pas se déplacer pour aller à l'école. Et ensuite, certaines enseignants mal intentionnés ont transformé ces groupes de révision, ces groupes WhatsApp et Messenger en un centre de traitement des sujets. Donc, ils ont mis des enfants en complicité. Dès qu'on lance le sujet, les enfants, ils photographient le sujet, ils mettent en ligne. Et il y a un groupe d'enseignants qui corrigent et puis ils mettent en ligne. Et nous, à l'époque, on avait mis un projet en place avec l'agence anticorruption. En tout cas, on avait travaillé pour lutter efficacement contre ça. N'eût été l'efficacité de l'implication de l'agence, on allait même passer à... La fraude allait être généralisée et on a réussi vraiment à minimiser la fraude, à la généralisation de la fraude, et nous avons interpellé beaucoup de personnes, des élèves, des étudiants qui se sont fait substituer qui ont substitué certains candidats et même certains encadrés qui étaient complices. Et l'agence avait un pôle d'OPJ, d'accord, qui ont auditionné toutes ces personnes-là, mais après c'est resté dans les tiroirs. Il n'y a pas eu de suite, d'accord, parce que à l'époque, avant, les gens n'avaient pas forcément la vocation de lutter contre la corruption, contre les fraudes, d'accord. Et aujourd'hui, on est en train de travailler. Le ministère déjà a pris toutes les dispositions pour lutter contre la fraude, contre l'installation frauduleuse, contre les passages automatiques. Aujourd'hui, il y a un système que nous avons créé à travers notre service de modernisation des systèmes informatiques, d'accord, qui ont créé la CISEGI. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez aucune possibilité de partir, vous installer dans une autre classe si vous n'êtes pas admis, parce que tous les élèves sont déjà enregistrés dans ce système-là. Et si vous avez une note, vous n'avez aucune possibilité de modifier la note. Donc, et si le ministre a instruit à l'inspection générale de partir sur le terrain pour constater, ce n'est pas seulement dans les écoles privées, même dans les écoles publiques, vous allez voir l'affluence pendant les vacances, l'affluence dans ces différentes directions, où les enfants qui n'ont pas eu la moyenne, ils viennent payer de l'argent pour aller en classe supérieure. Et si vous refusez de les envoyer en classe supérieure, ils quittent votre école pour aller s'inscrire dans une autre école. Oui. Alors, donc, ça veut dire que c'était vraiment quelque chose qui était devenu un système, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a un autre système qui est mis en place pour déjouer cela. Et nous, on est en train de travailler avec l'agence anticorruption à la présidence, d'accord. On est en train de travailler pour accompagner l'inspection, pour accompagner le département de l'enseignement préuniversitaire, pour aller sur le terrain, infiltrer les gens, pour aller constater, pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'installation, est-ce qu'il y a des élèves qui quittent d'une école A pour une école B et qui s'inscrivent et ils n'ont pas la moyenne. Et toutes ces personnes qui seront appréhendées à ce niveau seront purement et simplement sanctionnées. Et le ministre a dit qu'il va sanctionner sans état d'âme.
que ce soit l'élève qui a pris l'initiative de faire cela, l'école, que ce soit l'école ou les responsables. Monsieur, Alors, cette démarche me paraît inefficace, monsieur le DG. M'excusez du peu, parce que la floraison des écoles privées dans notre pays fait que ça me paraît assez difficile que vous puissiez, avec un tel processus, intégrer là-dedans, poser des questions, s'infiltrer pour savoir, parce que c'est devenu un gros business. Ouais. Moi, j'en connais beaucoup de gens Je vais vous dire une chose. un véritable marché. Je vais vous dire une chose. Dans ce pays-là, rien n'est impossible. D'accord? Il suffit juste d'avoir la volonté. À partir du moment où les autorités au haut niveau ont une volonté pour lutter efficacement contre la fraude et la corruption, je pense que ça va aboutir. Je vais vous dire une chose, je vais vous donner une confidence. Lors des examens en 2023, moi j'étais superviseur dans la commune de Matoto. D'accord? Et à l'entrée en 7e, on avait demandé à tous les enseignants, à tous les surveillants, on avait interdit le port de téléphone, que ce soit avec les élèves, mais aussi avec les surveillants. Mais certains surveillants se sont permis de venir avec les téléphones. D'accord? Et dès le premier jour, là où on a fait le lancement, on a éliminé 7 surveillants. Et remplacé automatiquement. On les a automatiquement, parce qu'on a pris les téléphones avec eux, on les a remplacés. Et parmi ces surveillants, je vous assure, il y avait mon professeur qui m'a enseigné au lycée, qui faisait partie de ces surveillants que moi-même j'ai renvoyés. Et je lui ai dit, monsieur, c'est vous qui nous avez appris la rigueur. Et on est obligé. Je ne peux pas faire de 2 poids, 2 mesures. Les gens pensaient que je ne l'ai pas le renvoyer. Je dis, monsieur, je suis vraiment désolé. Tout ce que je peux faire pour vous, peut-être que je peux vous rembourser votre prime, mais je suis vraiment désolé, vous allez partir. Et le soir, il m'a appelé, il m'a dit vraiment, il dit depuis 85, je surveille. Il m'écoute peut-être aujourd'hui. Il dit depuis 85, je surveille, mais je n'ai jamais été renvoyé. Quand j'étais à l'école, j'ai eu honte même de sortir de l'école. Mais c'est toi qui as raison. Si tous les superviseurs étaient comme toi, vraiment le système là allait changer. Il m'a appelé, il m'a fait ce témoignage. Il a dit vraiment, je suis content de voir. Et depuis ce jour-là, lui et moi, on est vraiment très d'accord. Et la nouvelle là s'est répandue dans toute la commune pour dire, ah, le superviseur qui est venu ici, lui, il a même renvoyé son professeur. Donc tous les autres étaient obligés de se conformer. D'accord? Et on a éliminé plus de 37 surveillants dans la commune de Matoto pendant l'entrée en 7e année. Mais 0 surveillant au BPC, 0 surveillant au baccalauréat éliminé. On n'a trouvé aucun téléphone. Parce qu'ils ont compris que si on prend un téléphone, quelle que soit la personne qui sera renvoyée. Donc si nous appliquons des mesures avec fermeté, avec rigueur et sans parti pris, je vous assure que ça va aller. Si je trouve que c'est mon école, ou bien c'est l'école de mon papa, ou bien de ma soeur qui est dans la fraude, j'élimine l'école, les autres vont se plier. Mais si je fais du 2 poids 2 mesures, comment voulez-vous que les gens comprennent ils ne vous comprendront pas. Oui, donc je pense que c'est facile, ce que vous dites là, c'est facile, on est en train de prendre toutes les dispositions et le ministre est sans embâche. Il dit qu'il n'a pas de préférence. Quelle que soit l'école qui sera dans cette situation-là, vous avez vu, on vient même de sortir, ils viennent même de signer une instruction, d'accord, une circulaire demandant aux élèves de se conformer. Vous savez, c'est ce que je vous dis, l'école était devenue comme un dépotoir. Les c'était par là même envoyer les enfants juste pour être tranquille à la maison ou pour aller travailler. Et l'enfant partait, il faisait n'importe quoi. Il tressait n'importe comment, il portait n'importe quoi. Et vous avez vu aujourd'hui, et tout cela était prévu dans les textes, mais qui n'étaient pas du tout appliqués. Et à partir de l'année prochaine, vous allez voir que les choses vont changer. Parce que le ministre a été clair. Le ministre Guillaume, c'est pourquoi je le respecte. Parce que vraiment, quand il prend une décision, il ne revient pas. C'est ça en base. Et il applique à la lettre et sans discrimination. Il dit, toute personne, tout responsable dans une école qui ne va pas respecter cela, il sera purement et simplement sanctionné. Et vous allez voir la suite. À qui là ta question? L'avant-dernière. Vu qu'on parle de l'éducation, en tout cas c'est ma remarque. Aujourd'hui, on constate que les enseignants habilités à dispenser les cours dans les écoles publiques sont tous aujourd'hui dans les écoles privées. C'est les assistants qui dispensent les cours dans les écoles publiques. De votre côté, au sein de votre ministère, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour au moins mettre un terme à ce problème aujourd'hui qui d'ailleurs a pris une autre ampleur? Ou encadrer tout au moins. Voilà. Vous savez, c'est une pratique qui date de très longtemps. Ce qui est regrettable, c'est quand l'enseignant
lui-même, il s'est fait remplacer par un assistant. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'éducation, même dans la santé, il y a des médecins, des vrais médecins qui ont ouvert des cliniques privées, mais qui se font remplacer par des stagiaires. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment regrettable. Mais je crois qu'aujourd'hui, même le ministre le ministre Pété Diallo est en train de prendre toutes les dispositions. Et nous, à notre niveau, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour remédier à ce... Vous savez, ce qui est mauvais, ce n'est pas d'aller enseigner dans les écoles privées. Parce que l'enseignant minimum a droit à 18 heures. Quand vous prenez, par exemple, nous, on était des enseignants, on a enseigné au privé. On était des enseignants, mais on avait 18 heures minimum par semaine dans les écoles publiques. Maintenant, à supposer que les 18 heures là, quand tu es professeur de mathématiques, par exemple, moi, en tant que professeur de mathématiques, si j'avais les classes de terminale, et c'est 9 heures par semaine, il n'y a que 2 classes de mathématiques et ça te fait 18 heures 2 ans. D'accord? Maintenant, si ces 18 heures sont planifiées pendant 3 jours, tu as 3 autres jours. Donc, tu n'as pas cours. Tu peux aller peut-être, au lieu de rester comme ça à la maison, tu peux aller donner... Parce que dans les écoles privées aussi, ce sont nos enfants qui sont dans les écoles privées. Oui. Mais c'est d'abandonner ces 18 heures que tu dois avoir par semaine, tu te fais remplacer par... Je parle de ma position personnelle, je ne parle pas de la position du ministère. Pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que le ministère a décidé par rapport à cet état. Mais moi, je parle de ma position personnelle, d'accord? Moi, je ne suis pas contre qu'un enseignant aille enseigner au privé pour pouvoir joindre les deux bouts. Nous, on l'a fait. C'est pas parce que je l'ai fait que... On vous comprend. Ouais, non, c'est pas parce que je l'ai fait... enseignant. Voilà, c'est pas parce que je l'ai fait que je suis d'accord avec ça. Si vous avez 18 heures ou 20 heures, nous on a enseigné, on avait même 30 heures par semaine dans les écoles parce qu'il y avait peu de professeurs, il y avait déficit de professeurs de mathématiques, d'accord? On pouvait parfois donner même les cours de physique, d'accord? Mais il faut donner convenablement dans les écoles. Allez-y dans toutes les écoles publiques où moi j'ai enseigné, demandez comment je gérais mes cours. J'étais ponctuel et régulier dans mes cours au public. Mais à ce côté, avec mes temps libres, je profitais pour aller dispenser des cours dans les écoles privées. Mais je ne mettais pas de la préférence dans les écoles privées que le public. Oui, il y a la dernière question. Bientôt, le concours, disons, mondial du mérite, qui tiendra au niveau de la Suisse. Le concours de débat. Le concours de débat consécutif à ces différents trophées que vous avez ramassés du côté de Zimbabwe. Ouais. Dites-nous comment vous vous préparez pour affronter ces concours. Ok, merci beaucoup. Vous savez, c'est pourquoi je vais toujours remercier son Excellence colonel Mamadou Doumbouya. C'est rien de la démagogie. Moi, pour ceux qui me connaissent, c'est difficile pour moi de louer les efforts de quelqu'un, mais ce qui est bon, il faut le dire. Et depuis qu'il est venu à la tête de ce pays, il s'est inscrit dans une dynamique vraiment de promouvoir le mérite. Et ça fait partie d'ailleurs des idéaux du CNRD. Et le ministre aussi a accompagné cela. Parce que toute instruction qui vient de la présidence, le ministre, il ne joue pas avec. D'accord? Il a réuni un certain nombre de cadres autour de lui pour vraiment créer un projet au niveau du département qu'on appelle la Semaine nationale de mérite scolaire, qui a été instituée par le président de la République à travers un décret. Et la première édition, nous avons organisé des compétitions nationales. Le concours d'éloquence, nous avons eu quelqu'un qui s'est illustré et qui a été élu meilleur débatteur au niveau de la Guinée. À travers la Jeune Chambre internationale, qui est une organisation très sérieuse que je respecte beaucoup, qui est habilitée à présenter des candidats au niveau international. Donc la Jeune Chambre internationale, je l'ai représenté en Guinée, il y a le GCAI Guinée, mais au niveau international, il y a ce qu'on appelle... ils ont des zones. Il y a la zone Afrique et Moyen-Orient qui a organisé une conférence Afrique et Moyen-Orient. C'était à Victoria Falls au Zimbabwe. Et nous, on est allé, on a fait la compétition au niveau de concours art, oratoire et débat avec une équipe de 3 candidats. Il y avait le capitaine et 2 débatteurs. D'accord? Sur 40 pays, nous avons été champions. Et il n'y avait que 3 prix en jeu. Il y avait le prix du meilleur débatteur, le prix du capitaine d'équipe et le prix de la meilleure équipe. Nous avons raflé ces 3 prix. C'est pour vous dire, la Guinée a raflé les 3 prix. C'est pour vous dire que si nous faisons des choses sur la base de mérite, il va de soi
que nous allons qualifier notre système. Bien. Si vous nommez quelqu'un parce qu'il a les mérites, vous allez avoir vraiment... donc c'est pourquoi... Oui. Et nous devons aller au mois de novembre en Suisse pour représenter toute l'Afrique et le Moyen-Orient pour le congrès mondial, la compétition mondiale. Gadireba, il est directeur général adjoint du service national de la formation continue de perfectionnement du personnel enseignant. Nous sommes vraiment taxés par le temps. Merci d'être passé dans cette émission, Le Scanner. C'est à moi de vous remercier et je salue vraiment vos efforts parce que vous êtes vraiment des journalistes très professionnels et c'est quelque chose que moi je respecte beaucoup et je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous accordez parce que vous savez, quand on est administrateur, nous sommes redevables vis-à-vis de la population, vis-à-vis des politiques, c'est-à-dire des personnes qui nous ont mis ici, d'accord ? Et donc, il est important de venir expliquer ce qu'on est en train de faire. Et c'est d'ailleurs l'instruction que le ministre nous a donnée. Et dit, expliquer à la population ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous n'expliquez pas, il y aura des problèmes. C'est les autres qui vont faire des spéculations à votre place. Akil Ali Badara, merci. Merci beaucoup. Merci à Aya Diallo. Merci à l'équipe technique du jour conduite par Omar Diallo, Idiba, à la régie radio Kande Sanko, Mamadou Diallo, à la télé nous ont accompagnés Hassan So, Vabako Ivogi, Melika Sitao Tayek, Salif Bangoura et Robert Kourouma, infographie Gabré et Traoré Ibrahim, à la production Alpha Taïbou Silla qui est convalescent. Nos pensées à M. Silla et à la réalisation notre très juste Michel Ouamounou. On se reprend la semaine prochaine pour d'autres numéros de cette émission Le Scanner. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.